Ils pourront les attacher à 3 mètres de chaîne avec un abri et de l'eau. On sera dans le cadre légal du bien-être animal. Vous avez certainement vu passer il y a quelque temps une pétition de la Fondation Brigitte Bardot visant à interdire les colliers coercitifs, type collier étrangleur, collier à pointe, collier électrique et collier anti-fugue, collier anti-aboiement. Je pense que pour certains outils, la question ne se pose même pas, puisque à la base, ils ont été détournés. Si on parle du collier à pointe, des choses que vraiment on bannit, si vous cherchez un petit peu pourquoi ces colliers existent, je vous encourage à aller voir une vidéo de Tony Sylvestre d'Esprit Dog qui résume très bien le sujet. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur toutes les méthodes et ce qui se fait dans l'éducation canine. On a un peu des clans qui sont très extrémistes dans l'éducation 100% positive et on a des clans plus dans l'éducation classique. Et on a des éducateurs canins qui vont mélanger les différentes méthodes. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de partir un maximum sur du positif quand c'est possible. Et d'ailleurs, pour l'utilisation des outils coercitif, la règle devrait de ne jamais commencer par des outils coercitifs. Aller coller un collier coulissant, un collier étrangleur à un chiot ou à un chien qui débute l'éducation sous prétexte que c'est comme ça que je fonctionne, c'est ma méthode. C'est complètement ridicule et un manque d'adaptation flagrant. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais commencer l'apprentissage par quelque chose de coercitif. Vous allez placer quelque chose de plus gênant, plus dérangeant pour l'animal à partir du moment où il sait faire, qu'on a utilisé différentes méthodes et que malgré tout, il ne veut pas coopérer. Mais avant ça, il faut avoir essayé de créer du lien, il faut avoir fait en sorte de créer une coopération avec lui. Maintenant, on ne va pas se mentir, on arrive sur certains cas compliqués de rééducation où des chiens ne sont pas motivés par le jeu, où des chiens ne sont pas motivés par la friandise, où on peut en venir à être bloqué et à adapter l'outil. Mais ça doit rester des exceptions. Donc maintenant, est-ce que ce matériel doit être en libre service? Sûrement pas. Est-ce que ça devrait être la norme en éducation canine? Surtout pas non plus. Ça devrait juste être des cas exceptionnels de rééducation, de cas compliqués. Est-ce que dans certains cas spécifiques, c'est indispensable? Oui, et je ne vais pas vous le cacher. Nous utilisons des colliers chaînes, nous utilisions dans certains cas des colliers électriques également parce que c'est nécessaire. Mais ces cas-là, dans la plupart du temps, on va avoir j'ai vu un éducateur, 2 éducateurs, parce qu'il y a eu un mauvais travail de fait au départ. Seulement, on aura toujours ces mêmes soucis-là, on sera bloqué parce qu'on sera limité dans l'utilisation des outils, mais par contre, je prends le cas par exemple du système anti-fugue. Certains ont eu uniquement cette solution avec des chiens qui avaient pris l'habitude de fuguer. Vous avez certains chiens, vous pouvez mettre 2 mètres de grillage, ils grimpent au grillage. Allez demander à des SPA, allez demander à des pensions, il y a des chiens qui font ça. Le seul moyen pour certains de les tenir, c'est un système anti-fugue. Système anti-fugue interdit, ok. Et ils pourront les attacher à 3 mètres de chaîne avec un abri et de l'eau. On sera dans le cadre légal du bien-être animal. Vous vous rendez compte? On va interdire un système anti-fugue s'il est bien mis en place. Votre chien va comprendre qu'il peut se déplacer dans ce périmètre, qu'il ne doit pas franchir la limite. Et il pourra profiter de 1000, 2000, 3000 mètres carrés. En plus de ses balades, bien sûr, on est d'accord sur ça. Et là, si on n'a plus de solution, et on sera dans le cadre légal d'attacher ce chien à 3 mètres de chaîne. Il n'y a pas un problème? Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un projet de loi visant à interdire ces outils. On est en train de s'attaquer
à un des symptômes du problème. Le vrai problème, c'est la formation des gens qui sont là pour éduquer les chiens. Bien sûr que ces outils ne devraient pas être en vente libre, que n'importe qui ne devrait pas pouvoir avoir un collier électrique et sanctionner son chien sans avoir les connaissances nécessaires en éducation canine, ne devrait pas pouvoir utiliser un collier étrangleur et faire une marche en laisse en espérant, en pensant que ce collier va apprendre à son chien à ne pas tirer. C'est quelque chose qui semble complètement logique pour nous en tant que professionnels, mais malheureusement, c'est encore des choses qu'on voit encore. Donc, la vente libre, elle devrait être interdite. Maintenant, pour sensibiliser les gens, on vous montre des photos de chiens avec le cou complètement tuméfié, avec des lésions assez importantes. Mais il faut être un tortionnaire et un détraqué pour laisser un chien se blesser à ce point et avoir de telles conséquences physiques sur lui. On est encore une fois dans l'extrême pour sensibiliser les gens et pour amener à signer une pétition qui va interdire certains outils qui sont dans certains cas indispensables. Parce que vous savez ce qu'on nous propose à côté. Nous, on les voit passer, ces chiens qui sont compliqués, qui sont réactifs. Là, en l'espace d'un an, on en a plus de 300 demandes de clients pour de la réactivité humaine. D'ailleurs, quand c'est nécessaire, comme nous on donne nos cours dans des lieux publics et qu'on a affaire à des gros cas de réactivité, on contacte d'autres professionnels qui sont spécialisés. Et vous savez ce qu'ils nous disent? Ils ont des chiens qui viennent d'autres pays où les outils coercitifs sont déjà interdits. Des chiens qui viennent de Suisse, parce que là-bas, ces chiens-là, ils seraient déjà euthanasiés. Et eux, ils les récupèrent. Alors oui, ils mettent un collier coulissant. Oui, ça peut nous arriver de mettre un collier coulissant ou un collier de dressage quand c'est nécessaire. C'est jamais la première voie que nous suivons. Il y a plein d'autres moyens avant ça. Regardez Moka sur cette vidéo qui fait de la réactivité, de la prédation sur les voitures. Dans les dizaines de minutes qui suivent, je le prends en laisse, il n'a pas de collier coulissant. On a posé un cadre en laisse, il est capable de se maîtriser. Et là, pas besoin d'outils coercitifs pour régler ce genre de soucis. Sauf que chez certains, c'est la norme. Et donc, tant qu'on ne contrôlera pas comment les gens sont formés, on ne réglera pas le problème. On pourra supprimer ces outils coercitifs, mais vous aurez toujours des détraqués qui seront capables de faire du mal à un chien avec un collier plat. Clairement, oui, avec un collier chaîne, on peut détruire un chien. Avec un collier électrique, on peut détruire un chien. Mais vous allez pouvoir détruire un chien avec un collier plat et même avec un harnais. Et on ne réglera pas le problème. Ceux qui seront les gros perdants encore de cette situation, ce sera le chien. Parce que il fallait s'attendre à quoi? En exigeant que pour faire notre métier, il y ait seulement une formation de 2-3 jours à faire, avec une attestation de connaissance, qui est la même pour des éleveurs, des pensionneurs, des éducateurs, une attestation de connaissance générale sur la santé, les conditions de détention du chien, et on espérait avoir des professionnels compétents de l'éducation canine. Allons former des psys et des médecins en 3 jours, et puis après on va leur interdire de prescrire tel ou tel médicament. C'est complètement illogique de procéder de cette façon-là. On ne s'attaque pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est former les gens à ce qu'est le comportement canin, l'éducation canine, avoir des vrais professionnels compétents de l'éducation canine. Et nous, on est ouvert à mettre en place tout ce qui peut permettre le contrôle de notre profession et d'obtenir des professionnels compétents. Et puis pour ceux qui vont jusqu'à faire une formation, mais la plupart des formations professionnelles, on arrive à des formations de 3 semaines, voire 1 mois. Chez nous, les membres de notre équipe sont formés pendant 3 mois. Est-ce qu'ils sont complètement opérationnels au bout de 3 mois? Non, ils ne savent pas tout gérer. On a un accompagnement continu pendant 5 ans parce qu'il y a toujours à apprendre. C'est un métier qui est complexe, qui demande de l'adaptation, qui demande de faire preuve de finesse sur tel ou tel chien, tel ou tel cas. Alors d'habitude dans mes vidéos, j'aime bien vous donner des conseils, vous dire un peu une ouverture sur voilà ce que je vous recommande. Là malheureusement, on est un peu dans l'interrogation de ce qui va se passer. Vous savez, il y a quelque chose qui peut sembler moins choquant parce qu'on ne le voit pas et puis on ne vous en parle pas, mais le nombre de chiens
qu'on voit où l'euthanasie est conseillée. Je ne vous parle pas de chiens qui ont mordu grièvement, hein. Et il y a même des chiens qui n'ont pas encore mordu, qui ont vu des pseudo-comportementalistes et qui n'ont jamais été pris en main et pour lesquels on conseille une euthanasie. Alors, quand on va commencer à arriver sur des cas compliqués, ce qui risque de se passer, c'est de ces cas d'euthanasie, eh ben, ils vont monter en flèche. Parce qu'en fait, on n'aura plus forcément les solutions. Ces chiens-là, qui viennent d'autres pays, ils sont récupérés en France par des professionnels qui savent faire. Alors oui, c'est des méthodes qu'on aimerait ne pas avoir à utiliser, des outils qu'on aimerait ne pas avoir à utiliser. Mais si c'est le dernier recours et que ça permet de récupérer des chiens, encore une fois, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place de façon temporaire, mais pour se protéger et pour faire comprendre à l'animal que c'est pas possible d'aller plus loin. Et avant d'aller dénigrer des professionnels qui font ça depuis des dizaines d'années, il va falloir faire autre chose que d'avoir quelques chiens mignons sur vos réseaux sociaux ou de refuser les chiens dès qu'ils soient un petit peu compliqués. Parce que quand on entend, en fait, moi je fais tout pour qu'il n'y ait pas de rééducation, donc je commence l'éducation avec du positif pour pas qu'il y ait de rééducation. Mais vous faites quoi des gens qui arrivent et qui ont récupéré des chiens compliqués ou qui se sont sentis débordés? Vous les refusez? Vous faites quoi des chiens qui n'acceptent pas la friandise, qui ne sont pas motivés par le jeu? Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, on le sait qu'il y en a. Ces chiens-là, vous faites comment? Donc pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que si cette loi passe de toute façon, on s'adaptera, ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler puisque la majeure partie du temps, on essaye de faire en sorte de ne pas en venir à ces outils-là. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on va être contraint par moment de dire aux gens « je suis désolé, mais votre chien, il faut vous faire une raison. Il faudra le tenir en longe toute sa vie parce que vous n'aurez pas de rappel avec ce chien qui a déjà fait tant de prédation et c'est trop risqué. » Avec toutes ces limites qu'on est en train de connaître, on va vers ce qui se passe déjà dans certains pays comme en Suisse où en fait l'euthanasie peut être imposée sur des chiens qui n'ont même pas mordu à partir du moment où on estime qu'ils présentent un danger. Voilà, au stade où nous en sommes dans certains pays et la direction que nous prenons. J'ai envie de vous dire, tant qu'on ne nous demande pas de faire un papier pour avoir le droit de sortir de chez nous, on n'a pas encore trop à s'inquiéter, hein.